Je suis Darwin Mercé, 32 ans, juste un simple menuisier qui fabrique des tables, des chaises et des armoires pour les maisons douillettes des autres. Et maintenant, je regardais les 2 boîtes en bois qui contenaient les personnes qui m'avaient donné la vie et m'avaient élevé. Ils étaient morts dans un terrible accident sur la R70. Un semi-remorque avait perdu le contrôle dans un blizzard et avait percuté leur voiture de plein fouet. En un instant, leurs vies se sont terminées et la mienne s'est brisée. Je me souviens du moment où j'ai appris la nouvelle comme si c'était gravé en moi. C'était un mercredi matin ordinaire. J'étais dans l'atelier, marteau à la main, en train de clouer des étagères. Le bruit régulier du marteau, l'odeur fraîche du bois, et je pensais au dîner de ce soir-là avec Regan et notre petite fille, Elma. Puis le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Quelque chose m'a dit de répondre. Une voix d'homme, un policier. Monsieur Mercé, je suis au regret de vous informer que vos parents ont eu un accident sur l'arrêt 70. Ils n'ont pas survécu. Le marteau a glissé de ma main et a heurté le sol avec un bruit sourd. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru hors de l'atelier, j'ai sauté dans mon vieux camion et j'ai foncé vers l'hôpital. Les rues enneigées de Denver défilaient à travers le pare-brise, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était la terreur qui me rongeait. Impossible, n'arrêtais-je pas de marmonner. Pas mes parents. Ils sont en bonne santé. Papa a promis de m'apprendre à construire ce nouveau fauteuil à bascule ce week-end. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 draps blancs recouvrant des corps immobiles. Papa, son visage bienveillant maintenant déformé par les blessures. Maman à côté de lui, les mains qui m'avaient tenu à travers chaque cauchemar d'enfance maintenant immobiles pour toujours. Je me suis effondré sur le sol de l'hôpital, des larmes coulant de manière incontrôlable. Pourquoi? Pourquoi eux? Les jours qui ont suivi ont été un enfer. J'ai dû tout gérer. L'identification des corps, les certificats de décès, le choix des cercueils, l'organisation des funérailles. Je mangeais et dormais à peine. Le petit déjeuner était une tasse de café froid. La nuit, je tombais simplement sur le lit, mon esprit tourbillonnant d'images d'eux. J'ai appelé mes beaux-parents, Quinton et Bianca Warren, des gens qui m'avaient toujours méprisé parce que j'étais juste un menuisier, pas le riche homme d'affaires qu'ils voulaient pour leur fille. Désolé, Darwin. Nous sommes très occupés, dit sèchement Quinton au téléphone. Le travail est écrasant. Nous ne pourrons pas venir, ajouta Bianca. Gère ça. Nous te présentons nos condoléances. Des condoléances? C'était tout. J'ai appelé Regan, ma femme. Elle a soupiré d'agacement comme si je la dérangeais. Je serai en retard, dit-elle, la voix plate. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai ravalé ma colère. Je devais me concentrer sur l'organisation d'un adieu digne de ce nom pour mes parents. Le jour des funérailles est arrivé. L'église était solennelle, avec des fleurs blanches et des bougies vacillantes. Je me tenais à l'avant dans mon vieux costume noir, essayant de me contenir. Les gens sont venus, ont déposé des fleurs, ont incliné la tête. Les voisins chuchotaient. Pauvre Darwin, perdre ses 2 parents en même temps. Les amis me tapotaient l'épaule. Tiens bon, mon gars. Ça va aller. Mais plus je regardais autour de moi, plus l'endroit semblait vide. Pas une seule personne de la famille de Regan. Ni Quinton, ni Bianca, aucun de ses frères et sœurs. Juste moi, debout seul dans une mer de chagrin. Vont-ils même se présenter aux funérailles de mon père, me suis-je demandé, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de colère. C'était censé être le moment où la famille se réunissait, mais je me sentais comme un orphelin. Tout le monde priait, la douce voix du pasteur résonnant. Le Seigneur abritera leurs âmes. Soudain, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement avec un grincement sonore. Le vent froid et la neige se sont engouffrés. Je me suis retourné, le cœur bondissant. Regan est entrée, le visage crispé par une grimace, les bras croisés. Elle portait un manteau noir, mais son expression était celle de quelqu'un traîné à une réunion ennuyeuse. Pas une seule larme, pas une trace de chagrin. Elle a marché droit dans l'allée, ses talons au claquant sèchement sur le sol en pierre, attirant les regards. Pendant une fraction de seconde, j'ai espéré contre toute raison qu'elle s'approcherait des cercueils, les toucherait, murmurerait au revoir. Mais non, elle est venue droit vers moi, a sorti un document de son sac à main et l'a poussé avec force contre ma poitrine. Sa voix a retenti, froide et assez forte pour que les gens à proximité se retournent. Voici les papiers du divorce.
Je veux en finir. Signelé, Darwin. Je me suis figé, mettant plusieurs secondes à même comprendre les mots. Regan, ce sont les funérailles de mes parents. Qu'est-ce que tu racontes? Elle me regarda sans ciller, les yeux vides et glaçants. J'y pense depuis longtemps. Ce mariage est terminé pour moi depuis bien longtemps. Mon cœur se serra, ma voix se cassa d'incrédulité et de douleur. Regan, maintenant, devant tout le monde ici. Tu choisis ce moment pour me le dire. Elle serra plus fort la lanière de son sac à main, la voix devenant plus froide. Darwin, ne rends pas ça plus gênant que ça ne l'est déjà. Je ne veux pas faire traîner une relation qui est morte depuis des années. La rage en moi a explosé. Chaque once de retenue s'est brisée. Une relation morte? Mes parents n'ont même pas encore été mis en terre, et tu dis ça ici? En une seconde incontrôlable, ma main a volé. La gifle a retenti, sèche et claire dans l'église silencieuse. Regan a reculé d'un pas, se tenant la joue, les yeux flamboyants de haine et de mépris. Un moins que rien de basse classe comme toi n'a pas le droit de me toucher. Elle s'est retournée et est sortie tout droit, les talons claquant sans un seul regard en arrière. Les portes de l'église se sont refermées derrière elle. Je suis resté figé entre les deux cercueils, entouré de visages choqués. Des murmures ont éclaté. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? Pauvre Darwin. Juste aux funérailles. Elle est sans cœur. Certains étaient en colère au nom de mes parents. Faire ça à leurs funérailles. Elle n'a pas d'âme. Et moi, je me tenais là, dans l'œil du cyclone, l'esprit vide, les jambes tremblantes, luttant pour ne pas m'effondrer. L'image de Regan disparaissant à travers ces portes était plus profonde que n'importe quel couteau. Pourquoi? Comment ma vie a-t-elle pu tourner ainsi? J'ai pris une profonde inspiration, serré mes mains tremblantes et ravalé ma rage. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Mes parents gisaient toujours là. Ils méritaient un adieu digne. Ils étaient les deux seules personnes à ne m'avoir jamais tourné le dos. Je me suis retourné, j'ai continué le service, la voix tremblante en lisant l'éloge funèbre. Les gens sont sortis lentement, me laissant seul avec les deux cercueils dans un chagrin plus lourd que je n'en avais jamais connu. Après les funérailles, je ne suis pas retourné à la maison de location que je partageais avec Regan, un endroit qui ne résonnait plus que du son de la trahison. Au lieu de cela, j'ai pris l'autre direction, vers la vieille maison de mes parents à la périphérie de Denver. C'est là que j'ai grandi. Où chaque brique et chaque planche de bois étaient imprégnées de leur présence. J'avais besoin de cet endroit maintenant. J'avais besoin ne serait-ce que de l'illusion de chaleur au milieu de ce blizzard. Mon vieux camion cabossé rampait sur la route couverte de neige. Le vent hurlait à travers la vitre fissurée, l'air glacial me mordant la peau, mais je ne sentais rien d'autre que le vide. Je me suis murmuré à moi-même, les jointures blanches sur le volant. Maman, papa, qu'est-ce que je fais maintenant? L'image de Regan me fourrant les papiers du divorce dans la poitrine à l'intérieur de l'église me hantait encore. Une blessure qui ne voulait pas cesser de saigner. Elle avait autrefois été tout pour moi. La femme que j'ai rencontrée dans un bar quand j'avais 25 ans, avec un sourire radieux et une promesse. Je serai toujours à tes côtés. Et maintenant, une gifle, un ricanement, et elle était partie. Où était Thelma, notre petite fille, avec sa mère? Avec ses grands-parents? Je n'osais pas penser trop loin. La seule pensée menaçait de m'écraser. La route familière est apparue, bordée de pins chargés de neige. La maison de mes parents se trouvait au bout de la rue calme, un simple bungalow en bois, confortable. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté immobile un instant, fixant la porte d'entrée. La dernière fois que j'étais là, il y a à peine une semaine, papa était sur le porche en train de réparer la tondeuse à gazon pendant que maman apportait du thé chaud. « Tu es à la maison, Darwin », disait-elle avec son doux sourire. Maintenant, il n'y avait plus rien. J'ai pris une profonde inspiration, je suis sorti, les clés toujours dans la poche de mon manteau. Quand la porte s'est ouverte, l'odeur familière du bois m'a frappé comme une vague de souvenirs. Le noyer chaud mélangé à la cire pour meubles, l'odeur des après-midi où papa affûtait ses outils sur le porche et où maman époussetait lentement chaque surface. Tout était exactement comme il l'avait laissé, chaleureux, bien rangé, douloureusement paisible. Pas une trace de poussière, pas un objet déplacé, comme s'ils étaient seulement sortis un instant et allaient revenir d'une seconde à l'autre. J'ai fermé la porte et je me suis tenu dans l'entrée, le cœur battant.
Le salon s'étendait devant moi avec le vieux canapé sur lequel papa aimait s'allonger en lisant le journal. Je suis entré, j'ai caressé le dossier du canapé de mes doigts, sentant le tissu rugueux familier. Mes yeux me piquaient tandis que je murmurais son nom. Ce canapé avait vu d'innombrables soirées où nous regardions la télé tous les trois. Papa racontant des histoires de sa jeunesse de menuisier pendant que maman riait doucement. Je suis passé à la cuisine. Les armoires en bois que maman polissait chaque matin brillaient encore comme si elles avaient été vernies la veille. J'en ai ouvert une et j'ai vu les tasses en porcelaine bien alignées. Les larmes ont soudainement débordé. Maman disait toujours, une maison propre rend le cœur léger, mon fils. La maison était impeccable, mais mon cœur était plus lourd que jamais. Chaque coin ravivait un souvenir, chacun un couteau dans la poitrine. Dans le coin du salon près de l'entrée était accrochée la photo de famille, nous trois souriant au bord d'un lac l'été dernier. J'ai touché la vitre, les doigts tremblants. Pourquoi avez-vous dû partir si tôt? Je n'ai même pas pu vous remercier correctement. Les souvenirs ont reflué. Papa m'apprenant à construire ma première étagère quand j'avais 12 ans. J'étais maladroit avec la scie, coupant des lignes tordues partout. Il ne m'a jamais grondé, il a juste souri. Réessaie, mon fils. Un homme doit être patient. Nous avons travaillé tout l'après-midi, en sueur sous nos chemises, mais la joie quand c'était terminé était indescriptible. Les nuits d'hiver, rassemblées autour de la cheminée, les bûches crépitant, maman me tendant une tasse de chocolat chaud. Mon garçon doit être fort. La vie n'est pas toujours facile. Ces mots résonnaient maintenant comme une prophétie. Fort. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer. J'ai commencé à nettoyer, même si la maison était déjà immaculée. J'ai essuyé la table de la cuisine, redressé les livres sur l'étagère, retenant mes larmes chaque fois que je touchais quelque chose de familier. La nappe brodée à la main que maman avait faite. Des fleurs cousues maladroitement mais avec amour. J'ai passé mes doigts dessus, me souvenant des soirées où elle s'asseyait sous la lampe pour coudre pendant que papa lisait à côté d'elle. Marie-toi. Donne-moi des petits-enfants à tenir, me taquinait-elle. Elle m'a été leur petite fille, mais ils n'ont jamais pu la tenir assez longtemps. J'ai épousseté la bibliothèque et j'ai trouvé le roman d'aventure que papa lisait. Le marque-page était toujours en place, comme s'il s'était juste éloigné un instant. Je le finirai pour toi, papa, ai-je murmuré, la voix brisée. Plus je nettoyais, plus la douleur s'intensifiait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était ma dernière façon d'être proche d'eux. J'ai descendu le couloir, mes doigts frôlant les lambris que papa avait installés lui-même. La faible odeur de bois persistait encore, me rappelant les années de vache maigre. Notre vieille maison était petite, mais elle était toujours remplie de rire. Puis j'ai atteint la chambre de mes parents, et le silence était si complet qu'il m'a figé sur place. La pièce semblait figée dans le temps. Le lit parfaitement fait, les couvertures soigneusement pliées, les rideaux à moitié tirés, tout exactement là où il l'avait touché pour la dernière fois. Je me suis assis sur le bord du lit, passant ma main sur le drap. Le léger parfum de lavande de maman flottait encore dans l'air. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet de papa, espérant un petit réconfort. À l'intérieur, il y avait des choses simples, sa vieille montre à tic-tac, ses lunettes de lecture à monture argentée, un livre à moitié lu avec un marque-page en forme de feuille. Je les ai pris avec des mains tremblantes. Il semblait encore chaud de son contact. Au fond se trouvait un dossier jaune et net. Curieux, je l'ai ouvert et je me suis figé. C'était leurs 2 polices d'assurance vie. Valeur totale de plus d'1 million de dollars. Bénéficiaire unique, Darwin Mercer. Mon cœur a sauté un battement, puis a martelé comme un tambour de guerre. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré, fixant les chiffres. Ils avaient souscrit les polices il y a des années, payant fidèlement les primes même lorsque l'argent était rare. La raison était écrite sur la note jointe, pour que notre fils puisse avoir un meilleur avenir. Les mots se sont brouillés alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. Mon corps tout entier tremblait, un barrage de chagrin et d'admiration se brisant en moi, douleur pour la façon dont ils avaient planifié si loin à l'avance, et un amour écrasant de savoir qu'ils me protégeaient encore même après leur départ. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi garder ça secret? Je me suis effondré en sanglots, le son résonnant dans la pièce silencieuse. De beaux souvenirs m'ont submergé comme un déluge. Maman me serrant dans ses bras quand je suis tombé de mon vélo à 10 ans, essuyant le sang et embrassant mon front. Ça va, mon chéri. Maman est là.
Papa attendant sous la pluie après un cours tardif, trempé mais souriant. Enfin, voilà mon garçon. J'attendais. Les week-ends à reconstruire ensemble la petite cuisine. Papa avec le marteau. Maman préparant de la limonade. Moi tendant les outils. Les jours de vache maigre où le dîner n'était que du pain et de la confiture. Pourtant, la table résonnait de rire. La famille, c'est tout, disait toujours papa. Maintenant, tout était parti et tout ce qui restait était ce cadeau acheté avec leur vie. Je me suis effondré sur leur lit, les larmes trempant l'oreiller que maman avait envoyé, m'enveloppant comme une étreinte. J'avais perdu les personnes que j'aimais le plus, mais j'avais trouvé le dernier cadeau qu'elle m'avait laissé. Épuisé par les jours d'organisation des funérailles et le choc de cette découverte, mon esprit tourbillonnait d'images de l'accident. Regan, Elma, qu'est-ce que je suis censé faire de cet argent? Me suis-je demandé, mais aucune réponse n'est venue. Mes yeux sont devenus lourds. Je me suis endormi là, dans la pièce pleine de souvenirs, entouré de l'odeur persistante de mes parents. C'était la première fois depuis que tout avait commencé que je me laissais complètement aller. Fini de faire semblant d'être fort. Fini de ravaler les larmes. J'ai dormi profondément, rêvant de maman et papa me souriant près de la cheminée. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, une faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, je savais que ma vie avait pris une nouvelle route inconnue. Cet argent était-il un espoir ou un fardeau? Comment Regan réagirait-elle? Je ne le savais pas encore, mais un mélange d'anticipation et d'appréhension montait déjà. Le cauchemar ne faisait que commencer, et je devais y faire face. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé une tasse de café noir comme le faisait toujours papa. Pas de sucre, pas de lait, juste assez fort pour réveiller les morts. J'ai traversé la maison une dernière fois, un adieu silencieux à mes parents. Le salon était toujours bien rangé. Le fauteuil de lecture de papa était vide, attendant qu'il revienne prendre le journal. L'odeur de bois persistait encore, comme si leur souffle était resté prisonnier des murs. Ma poitrine s'est serrée. Les larmes sont montées, mais je les ai ravalées. Au revoir, maman. Au revoir, papa, ai-je murmuré en verrouillant la porte d'entrée. Le déclic de la serrure a sonné comme une finalité, fermant tout un chapitre de ma vie. Je me suis détourné, j'ai marché jusqu'au camion, des flocons de neige se posant légèrement sur mes épaules. La maison était maintenant le passé, mais les souvenirs vivraient pour toujours. Je suis parti, le cœur lourd mais portant une faible lueur d'espoir provenant du dossier d'assurance rangé dans mon manteau. Sur le chemin du retour vers la maison de location dans le centre de Denver, j'ai décidé de m'arrêter à la compagnie d'assurance. C'était un élégant bâtiment de verre dans le quartier animé du centre-ville, un endroit où les menuisiers ordinaires comme moi entraient rarement. Mon pouls s'est accéléré lorsque je me suis garé, me sentant comme si j'entrais dans un pari à haut risque. Serrant le dossier, je me suis approché du bureau de la réception, la voix tremblante. Je suis ici pour faire une demande d'assurance vie. La jeune réceptionniste avec un chignon soigné m'a regardé avec sympathie. Oui, monsieur Mercé. Nous devrons vérifier les documents. Vous avez perdu un proche. J'ai hoché la tête et lui ai brièvement parlé de l'accident, la gorge nouée. Elle a tout photocopié, vérifié les signatures, puis a dit, le traitement prendra quelques semaines, mais les documents sont complets. Vous recevrez l'argent bientôt. Plus d'1 million de dollars, n'est-ce pas? J'ai de nouveau hoché la tête, espérant que le dernier cadeau de mes parents m'aiderait à surmonter cette tempête. Cela pourrait payer les dettes, acheter une nouvelle maison, peut-être même sauver le mariage si Regan avait encore une once de sentiment. Mais au fond de moi, j'avais peur. Peur que l'argent n'achète pas le bonheur, mais ne fasse que tout compliquer. J'ai quitté le bureau et je suis rentré chez moi, l'esprit tourbillonnant de Leslie. Si Regan la prenait, resterait-elle? Ou me verrait-elle juste comme un homme qui avait hérité de l'argent des morts? Alors que je tournais dans notre quartier de location délabré, avec ses vieux bâtiments à la peinture écaillée, je me suis figé. Une berline de luxe noire et rutilante était garée juste à l'entrée. Une Mercedes, le genre que seuls les très riches conduisent. Un frisson m'a parcouru, un pressentiment terrible. À qui est cette voiture, ai-je marmonné, essayant de me calmer. Peut-être un voisin, peut-être quelqu'un qui s'est perdu. J'ai balayé cette pensée, je me suis garé à côté et j'ai poussé la porte d'entrée. L'odeur de nourriture froide et non consommée m'a frappé, mais le silence était anormal. Puis je me suis arrêté net.
Dans le salon se tenait Regan, ma femme, 30 ans, toujours aussi magnifique avec ses cheveux dorés et ses yeux bleus glaciers, à côté de notre fille de 6 ans, Elma, avec ses grands yeux ronds et son sourire innocent. Mais ce n'était pas une scène familiale chaleureuse. Des valises étaient faites. Leurs affaires étaient soigneusement empilées comme s'ils partaient pour de bon. Mon cœur battait la chamade. Mes membres sont devenus froids. Qu'est-ce qui se passe? Où emmènes-tu ma fille? Ai-je murmuré, connaissant déjà la réponse. La panique m'a envahi. Je me suis précipité en avant et j'ai pris Elma dans mes bras, la serrant si fort que j'avais peur de la perdre dès que je la lâcherais. Elle m'a serré en retour, en sanglotant. Papa, tu m'as tellement manqué. L'odeur lactée de ses cheveux, la chaleur de son petit corps. Les larmes menaçaient de couler. Chut. Ça va, ma chérie. Ne pleure pas, ai-je murmuré en lui embrassant le front. Mes yeux brûlaient alors que je regardais Regan, la voix rauque de fureur et de douleur. Regan, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être aussi cruel? Me quitter maintenant? Mes parents viennent de mourir. Leur funérailles étaient hier. Et toi? Tu fais tes valises comme ça? Elle se tenait là, le visage de glace, une étrangère dans le corps de la femme que j'ai autrefois aimée. Les bras croisés, elle a parlé d'un ton plat et sans émotion. Darwin, ce mariage est terminé pour moi depuis longtemps. Tu dois accepter la réalité. Je veux une vie différente. Une que tu ne peux pas me donner. C'était comme un coup de massue en pleine poitrine. Je pouvais à peine respirer. C'est tout ce que c'est? Des maisons, des voitures, des voyages de luxe. Ma voix tremblait. Regan a esquissé un sourire mince et amer. Je suis fatigué de lutter. J'en ai assez. J'ai serré Elma plus fort, la regardant droit dans les yeux, la voix baissant presque jusqu'à une supplication. Je peux tout pardonner. Quoi que tu aies fait, je n'en parlerai pas, reviens, c'est tout. Nous pouvons recommencer. Elma a besoin de ses 2 parents. Elle ne peut pas grandir en manquant de l'un de nous. J'ai baissé les yeux sur notre fille, puis je suis revenu sur Regan, chaque mot étouffé par le désespoir. Qu'est-ce que tu penses que ça lui fera de grandir sans moi? Elma s'accrochait à ma chemise, les yeux brillants alors qu'elle levait les yeux vers sa mère et disait d'une petite voix claire, « Maman, je veux rester avec papa. » Mais Regan a arraché Elma sans hésitation, même si notre fille criait et se débattait pour ne pas me quitter. « Elma, viens avec maman maintenant » a-t-elle claqué, tirant si fort que la petite fille a trébuché et est tombée. Le cri d'Elma m'a déchiré. « Papa, ne les laisse pas m'emmener. J'ai peur. » Mon cœur s'est brisé. J'ai bondi pour la reprendre, mais Regan m'a repoussé. « Ne la touche pas. Tu n'es pas apte à être son père. » Je me suis effondré sur le sol, les larmes coulant, la voix brisée. « S'il te plaît, Regan, ne fais pas ça. Je t'en supplie. » Elle n'a même pas jeté un regard en arrière. Elle a traîné Elma vers la porte, les roues de la valise grondant derrière elle. Dehors, un homme est sorti de la berline de luxe, nul autre que l'amant de Regan, Orlando Langston. Un homme plus âgé, de l'âge de mon père, aux cheveux d'argent, en costume cher, avec un sourire suffisant. Il a ouvert la portière pour Regan comme si tout avait été répété. Elle a soulevé Elma, toujours en sanglots, dans la voiture et la Mercedes a rugi, ne laissant que le son faiblissant du moteur dans l'air glacial. Je suis resté figé dans la maison vide alors que mon monde entier s'effondrait à nouveau en quelques secondes. Mes jambes tremblaient, mes poings se serraient jusqu'à saigner. Les cris d'Elma résonnaient encore dans ma tête comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là, ai-je crié seul, frappant le mur de mon poing jusqu'à ce que mes jointures saignent. Le salon était maintenant vide, ne portant que la faible trace du parfum de Regan, un rappel cruel de la trahison. Les souvenirs de notre mariage m'ont submergé comme un déluge, m'étouffant. Les premiers jours heureux, notre rencontre dans un café, Regan radieuse, disant « Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé ». Notre nuit de noces, enveloppée dans des couvertures chaudes, nous promettant l'éternité. Le moment où Elma est née. La tenant pour la première fois à l'hôpital. Des larmes de joie. Ma belle-fille. Des soirées remplies de rires. Elma racontant ses histoires d'école. Regan m'embrassant. Tu es le pilier de cette famille. Tout cela avait été ma fierté, ma raison de tenir bon pendant les longues et épuisantes journées à l'atelier.
Mais ensuite, les changements se sont insinués, s'élargissant en un gouffre infranchissable. D'abord le dédain. Tu n'es qu'un menuisier avec un salaire pathétique. Comment es-tu censé subvenir à nos besoins? Puis les comparaisons. Mes amis ont épousé des hommes riches avec de belles voitures. Qu'est-ce que j'ai, moi? Rentré tard avec d'étranges excuses. Réunion de travail d'urgence, mais portant l'odeur du parfum d'un autre homme. Protégeant son téléphone, verrouillé par un mot de passe, ne me laissant jamais m'en approcher. Je me doutais de quelque chose, mais j'ai fermé les yeux, croyant que le mariage exigeait la confiance. Le point de rupture est survenu il y a quelques mois, lorsque j'ai accidentellement vu Regan quitter un hôtel de luxe du centre-ville, le bras d'Orlando autour de sa taille, l'embrassant sous les néons. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté figé au coin de la rue, les larmes coulant. Impossible, ai-je pensé, mais la preuve était indéniable. Je l'ai confrontée à la maison. Elle a tout nié. Tu imagines des choses. Arrête d'être paranoïaque. À partir de ce jour, notre mariage ne tenait plus qu'à un fil, mais je m'y suis accroché pour le bien d'Elma. Et maintenant, en regardant la Mercedes disparaître dans la rue, j'ai compris que ce n'était pas seulement une trahison. C'était la fin amère de la vie que j'avais lutté pour maintenir pendant 6 ans. Je me suis effondré sur le sol, sanglotant comme un enfant, les mains agrippées à ma tête. La maison était vide. Plus de rire d'Elma. Plus de chaleur de Regan. L'avenir semblait d'un noir d'encre. Parents partis, femmes parties, filles emmenées. L'argent de l'assurance ressemblait maintenant à une blague cruelle. Pourrait-il racheter une famille? La douleur et l'appréhension ont surgi, me préparant à des jours encore plus sombres. Je me suis tordu sur le sol, l'esprit tourbillonnant avec l'image d'Orlando ouvrant la portière de la voiture, Regan emportant notre fille hurlante pendant que je restais impuissant. À partir de ce jour, ma vie serait un combat sans fin. À ce moment de désespoir total, j'ai décidé d'aller chez mes beaux-parents. C'était mon dernier espoir. Peut-être que Quinton et Bianca Warren parviendraient à raisonner Regan, ou du moins à m'offrir un semblant de réconfort. Ils étaient ses parents. Ils devaient se soucier de leur propre petite fille, n'est-ce pas? J'ai conduit jusqu'à leur somptueuse maison dans la banlieue la plus riche de Denver, un endroit où je me sentais toujours déplacé dans mes vêtements de menuisier poussiéreux. L'immense porte en bois s'est ouverte et Quinton, grand, aux cheveux d'argent, toujours en costume, m'a regardé avec des yeux glaciaux. Bianca se tenait derrière lui, parfaitement maquillée, sans le moindre sourire. « Darwin, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Quinton, la voix sèche comme de la poussière. Je suis entré dans leur vaste salon, avec ses meubles en cuir, ses œuvres d'art coûteuses au mur, et j'ai essayé de garder une voix stable. « Monsieur, Regan est partie. Elle est partie avec Orlando. S'il vous plaît, parlez-lui. Convainquez-la de revenir pour le bien d'Elma. » Mais dès que j'ai fini de leur raconter ce qui s'était passé, leurs visages se sont tordus de colère. Quinton a frappé du poing sur la table basse en verre. Le bruit m'a fait sursauter. Tu n'as pas su garder ta femme, et maintenant tu viens pleurnicher ici. Espèce de raté inutile et sans classe. Regan a assez souffert en se traînant dans la vie avec toi. Tu penses que tu la mérites? Ces mots m'ont frappé comme des couteaux. Je suis resté figé, balbutiant. Mais elle a trompé et elle a emmené ma fille. Il m'a coupé la parole. Trompé? Elle n'a pas trompé. Tu devrais te blâmer de n'avoir jamais pu subvenir à ses besoins. Regan est ma fille. Elle mérite une vie meilleure que de tirer le diable par la queue avec un menuisier comme toi. Bianca était encore plus froide. Les bras croisés, la voix plate comme un verdict. Darwin, connais ta place. Regan mérite un vrai homme et une vraie vie. Tu n'as plus rien pour la retenir. Arrête de t'accrocher inutilement. Pas de sympathie, pas de pitié. Il me regardait comme un mendiant, une chose jetée. Ma poitrine s'est contractée. L'humiliation m'a brûlé. Mais Elma est votre petite fille. Elle a besoin de moi. Quinton a montré la porte. Sors et ne reviens jamais. Nous ne voulons rien avoir à faire avec toi. Ils m'ont jeté dehors. La porte s'est claquée derrière moi. Je suis resté sur leur seuil, des flocons de neige dérivant, les larmes gelant sur mes joues. Une humiliation que je n'avais jamais connue a fait trembler mes jambes comme si quelqu'un m'avait donné un coup de pied en pleine poitrine. Comment peuvent-ils faire ça? C'est leur famille.
Je suis rentré chez moi, l'esprit en plein chaos, le cœur battant d'inquiétude pour Elma. Où était-elle? Pleure-t-elle? Les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans le travail de l'aube à la tombée de la nuit pour engourdir la douleur. L'atelier est devenu mon refuge. Le bruit régulier du marteau, le cri de la scie, l'odeur du bois frais m'ont aidé à oublier pendant quelques heures. J'ai travaillé comme un forcené, construisant des tables, des armoires, des étagères, jusqu'à ce que mes mains soient calleuses et saignantes. Mais chaque soir, en rentrant dans la maison vide, les pleurs d'Elma et l'image de Regan s'éloignant me poignardaient comme des aiguilles. Le salon était silencieux. Pas de rire d'enfant, pas d'odeur de la cuisine de Regan. Je me suis assis sur le canapé, serrant l'ours en peluche d'Elma, les larmes coulant. Ma petite fille, papa te manque tellement. Des nuits sans sommeil, à fixer le plafond, attendant anxieusement des nouvelles de l'avocat. Le divorce arrivait, mais qu'en était-il d'Elma? J'ai appelé Regan tous les jours. Elle a bloqué mon numéro. La douleur s'est accumulée. Je voulais m'effondrer, mais j'ai serré les dents. Pour elle. Je dois continuer. Exactement un mois après les funérailles, le paiement de l'assurance vie de plus d'1 million de dollars de mes parents est arrivé sur mon compte. J'ai reçu la notification de la banque et je suis resté assis, regardant l'écran, hébété. Le solde avait bondi à exactement 1,2 million de dollars. Mon cœur s'est serré, gratitude et agonie mêlées au prix terrible de cet argent. Maman, papa, merci, ai-je murmuré à travers mes larmes. C'était le dernier bouclier qu'il m'avait laissé, acheté avec de silencieux sacrifices dont je n'avais jamais eu connaissance. Je me suis souvenu des repas maigres, de la façon dont ils renonçaient discrètement à leurs propres désirs juste pour économiser pour ton avenir, mon fils. Maintenant, cet avenir était arrivé, mais il n'était pas là pour le voir. Je suis resté assis, figé, perdu dans mes pensées. Payer les dettes, acheter une maison, l'utiliser pour me battre pour Elma. Mais sous chaque plan, la douleur restait intacte. L'argent ne pouvait pas ramener mes parents, et il n'avait pas encore ramené ma fille dans mes bras. 2 semaines plus tard, la séance de médiation a eu lieu au tribunal de la famille de Denver. Je suis arrivé tôt dans mon vieux costume, serrant des documents financiers, m'accrochant au fragile espoir que l'amour et l'argent de l'assurance que je venais de recevoir pourraient encore tout arranger. Mon cœur battait la chamade en entrant dans la pièce froide avec ses tables en bois et ses chaises dures. Regan est entré, l'air détendu et confiant, robe chère, cheveux en un chignon élégant, flanqué de son propre avocat. Elle m'a jeté un regard, les yeux pleins de mépris comme si j'étais un étranger. Le juge, une femme d'âge moyen, a demandé, « Monsieur Mercey, que souhaitez-vous dire lors de cette médiation ?» J'ai parlé, la voix tremblante mais sincère. « Votre honneur, je veux reconstruire ma famille. J'aime ma femme et ma fille. Je suis prêt à tout pardonner, l'adultère, la trahison. Je viens de recevoir plus d'1 million de dollars de l'assurance vie de mes parents. Je suis prêt à utiliser chaque centime pour leur avenir si Regan revient pour le bien d'Elma, votre honneur. » J'ai regardé Regan désespérément, espérant une lueur de sentiment. Elle a juste secoué la tête froidement. « Non, votre honneur, ce mariage est terminé. Je n'ai pas besoin de cet argent. Mon avenir sera bien plus riche que ça. Je demande le divorce et la garde exclusive d'Elma. » Ces mots étaient un couteau. Tous mes efforts se sont effondrés instantanément. Je suis resté assis, figé, agrippant la chaise, les larmes menaçant de couler. « Regan, comment peux-tu » Elle ne m'a même pas regardé, a juste souri à son avocat. La médiation s'est terminée sans accord, me laissant avec une douleur encore plus lourde. Le mois suivant a été un enfer. J'ai envoyé des SMS, appelé, envoyé des emails. De longs messages suppliants pour une réconciliation. Je vais tout arranger. Reviens juste pour Elma. J'ai envoyé de vieilles photos, des souvenirs heureux, espérant réveiller quelque chose en elle. Aucune réponse. Finalement, elle a bloqué tous les moyens par lesquels j'essayais de la joindre, coupant le dernier fil d'espoir. Je me suis assis seul dans la maison silencieuse, regardant un téléphone mort, le cœur brisé. Elma, qu'est-ce que je fais maintenant? Ces nuits-là, je rêvais qu'elle pleurait pour moi, me réveillant en sueur, redoutant la date finale du tribunal. Lorsque l'audience officielle pour la garde a eu lieu, la salle d'audience était bondée d'avocats et de témoins. J'ai parlé au tribunal de l'énorme héritage et de mon amour pour ma fille. Votre honneur,
j'ai plus d'1 million de dollars pour subvenir aux besoins d'Elma. Je suis son père et je l'aime plus que tout. S'il vous plaît, accordez-moi la garde. Mais mon revenu instable de menuisier a été dépeint comme précaire. Salaire bas, horaires irréguliers. L'avocat de Regan a souri. Monsieur Mercer n'est qu'un menuisier. Comment peut-il subvenir à ses besoins? Regan, soutenu par la vaste fortune d'Orlando Langston, était assise avec confiance. Orlando était dans la galerie, costume rutilant, témoignant « Je donnerai tout à Regan et Elma. » Un manoir, les meilleures écoles, une sécurité 24h24. Regan a hoché la tête. Je peux lui offrir une vie bien plus stable qu'il ne le pourra jamais. Le juge a accordé la garde exclusive à Regan. Les mots ont frappé comme le tonnerre. Je pouvais à peine me tenir debout en quittant la salle d'audience, les jambes tremblantes, la main appuyée contre le mur. C'était comme si mon monde entier venait de tomber dans un abîme sans fond. Parents partis, femmes parties, filles parties. La dernière lumière de ma vie s'était éteinte. Je me suis traîné chez moi, l'esprit tourbillonnant d'images d'Elma, ma petite fille aux joues potelées et au rire cristallin. Elle appartenait maintenant à Regan et Orlando, les deux personnes qui m'avaient tout volé. Je l'imaginais pleurer son papa la nuit, et je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai claqué la porte et je me suis effondré sur le sol. Mon téléphone a vibré, un SMS de Regan. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai ouvert avec une lueur d'espoir désespéré qu'elle ait tout regretté. Mais non, juste un court message froid. Nous déménageons en Arizona. Ne nous cherche pas et ne nous dérange plus. C'est fini. C'était tout. Pas de questions, pas de pitié. Les mots ont coupé plus profondément que la décision du juge. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu la garde. On m'avait brutalement dépouillé même du droit de rendre visite à ma propre fille. Regan me coupait complètement de sa vie, emmenant Elma loin, comme si elle m'effaçait de son existence pour toujours. Comment peux-tu me faire ça? Ai-je rugi, frappant le mur jusqu'à ce que mes jointures saignent. Les larmes coulaient. Mon corps tout entier tremblait. La douleur était si énorme que je pouvais à peine respirer. Je suis resté là, à regarder l'écran noir du téléphone, attendant désespérément des excuses qui ne sont jamais venues, seulement un silence de mort. Je me suis enfoncé dans le désespoir et je me suis tourné vers l'alcool pour faire disparaître tout ça. Au début, ce n'était qu'un verre de whisky pour atténuer la douleur, mais jour après jour, je buvais jusqu'à perdre connaissance. Je me réveillais avec un mal de tête lancinant, attrapais une bouteille dans le frigo et buvais au lieu du café. Le travail? Je l'ai abandonné. Dans l'atelier, mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas tenir un marteau droit. Les clous entraient de travers. Mes collègues chuchotaient, « Darwin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rentre chez toi et repose-toi. » Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une autre bouteille, j'ai bu jusqu'à m'évanouir sur le sol. Ces nuits-là, je rêvais qu'Elma courait dans mes bras pour me réveiller dans une chambre vide. Chaque sonnette de porte ou sonnerie de téléphone faisait battre mon cœur. Était-ce une nouvelle de ma fille? Mais ce n'était jamais rien, juste le vent qui hurlait. Une nuit, ivre et perdu, j'ai conduit sans réfléchir et je me suis retrouvé devant la vieille maison de mes parents. Le camion dérapait sur les routes enneigées, les phares fendant l'obscurité. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que je me retrouve garé devant l'endroit familier. La lumière du porche était toujours allumée grâce au détecteur de mouvement. Je n'ai pas osé entrer. Je me sentais trop pathétique. Un ivrogne sans emploi qui avait tout perdu. Je me suis juste assis sur le porche glacial, des flocons de neige se posant sur mon manteau, me demandant à quel point maman et papa seraient déçus. Maman, papa, je suis devenu un ivrogne, ai-je murmuré, les larmes gelant sur mes joues. Le porche était glacial, le vent sifflant à travers les fissures, mais de chaleureux souvenirs ont reflué comme un torrent. Chaque souvenir de mes parents a repris vie. Quand j'étais petite et harcelée à l'école, papa s'asseyait à côté de moi, la main sur mon épaule. Mon fils, relève-toi. Ne laisse jamais personne te maintenir à terre. Maman m'a serré dans ses bras et a essuyé mes larmes. La vie peut être cruelle, mais si tu es assez fort, elle ne peut pas te briser. Leur leçon constante sur la résilience, sur le fait de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Ces souvenirs ont jeté une lumière crue sur l'épave que j'étais devenu. Un homme adulte recroquevillé, ivre sur un porche, avec rien d'autre que de la douleur. Je me suis souvenu d'un après-midi à réparer le toit du porche avec papa.
Le soleil tapait. Il transpirait, marteau à la main. Un homme peut être pauvre en argent ou en chance, mais il ne doit jamais être pauvre en volonté. Tombe là où tu es, puis relève-toi, mon fils. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une gifle, sec et claire dans le silence de la nuit. Soudain, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis giflé violemment 2 fois, les joues brûlantes, essayant de faire sortir l'homme que j'étais des ruines du chagrin et de l'échec. Les claquements secs ont résonné dans la nuit calme et m'ont complètement réveillé. Je ne peux pas continuer comme ça, ai-je grogné, les larmes s'arrêtant. J'ai serré les poings et j'ai juré à mes parents que je ne resterais pas brisé, que je ne dériverais pas plus loin, que je me relèverais et deviendrais le fils dont ils pourraient être fiers. Je vous le promets, maman, papa, je vais recommencer. Je me suis levé, les jambes toujours tremblantes, mais la volonté était revenue. Je suis rentré chez moi, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois, le cœur battant avec un nouveau plan. C'était le tournant, décembre, je renaîtrais. Dès le lendemain, je suis retourné à la maison de location et j'ai commencé à planifier une nouvelle vie avec l'argent de l'assurance intacte. Plus d'1 million de dollars se trouvait sur le compte, un rappel de mes parents. J'ai choisi la voie de l'investissement, même si je n'avais aucune expérience. Seule la détermination brûlait en moi. Investir? Tu es fou, Darwin? Tu es menuisier, me suis-je demandé, le pouls battant la chamade. Mais je me suis souvenu des mots de papa. Apprendre, c'est la clé. J'ai acheté des livres sur la finance et le marché boursier, L'homme le plus riche de Babylone, l'investisseur intelligent de Warren Buffett. J'ai passé des heures devant l'ordinateur à regarder des vidéos sur YouTube, à suivre des cours en ligne gratuits sur les actions et les FNB. Au début, ma tête tournait avec des termes inconnus. J'ai étudié jour et nuit, ne dormant que 4 ou 5 heures, vivant de café noir fort au lieu de repas. Tu peux le faire, Darwin, me suis-je dit, les mains tremblantes en ouvrant mon premier compte de courtage. Puis j'ai commencé à investir, de petites sommes au début, quelques milliers dans des actions de premier ordre comme Apple et Microsoft. Mon cœur battait la chamade quand j'ai cliqué sur « Acheter », terrifié et exalté, et miraculeusement, le marché a augmenté. J'ai réalisé des gains réguliers, 5%, 10%, puis 20% en quelques mois seulement. J'ai trouvé une issue, ai-je pensé, le premier vrai sourire depuis des mois se dessinant sur mon visage. 4 ans ont passé. Mon portefeuille d'investissement a atteint 15 millions de dollars. Je pouvais à peine le croire. D'un menuisier sans emploi et le cœur brisé à un multimillionnaire, j'ai déménagé dans une belle maison dans une banlieue tranquille de Denver, laissant derrière moi l'endroit rempli de souvenirs douloureux pour commencer une nouvelle vie. La nouvelle maison était spacieuse avec un jardin et un bureau dédié où je suivais les marchés chaque matin. J'ai acheté une nouvelle voiture, je m'habillais élégamment mais jamais de manière extravagante. Me souvenant des mots de papa, l'argent est un outil, pas le but. La vie avait changé au-delà de toute imagination. J'ai rejoint des groupes d'investissement, je me suis fait des amis parmi des gens qui avaient réussi, j'ai même fait des dons à des œuvres de charité pour les enfants orphelins. Pourtant, peu importe le temps qui passait, la douleur de l'absence d'Elma ne s'estompait jamais. Chaque soir, assis seul près de la cheminée, je me demandais toujours comment ma fille avait grandi, comment elle vivait, et si elle se souvenait encore du père qu'il aimait plus que sa propre vie. Un après-midi ordinaire, j'étais assis dans mon bureau en train d'examiner mon portefeuille d'investissement, la pièce spacieuse avec un bureau en noyer que j'avais construit moi-même, des écrans d'ordinateur brillants de graphiques boursiers verts et rouges. Quand le téléphone a sonné de manière inattendue, numéro inconnu, indicatif régional inconnu, ni Denver, ni même le Colorado. La sonnerie était insistante, urgente, envoyant un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur s'est emballé. Une vague appréhension est montée en moi. Qui cela pourrait-il être, ai-je marmonné, la main tremblant légèrement en décrochant. Au cours des 4 dernières années, j'avais rarement reçu d'appels de numéros inconnus. Ma nouvelle vie était faite de réunions Zoom avec des partenaires, pas de surprise comme celle-ci. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Indicatif régional de l'Arizona. Mon cœur s'est arrêté. L'Arizona, où Reagan avait emmené Elma. L'adrénaline a monté. J'ai répondu, la voix tendue. Ici Darwin. Qui est à l'appareil? Instantanément, j'ai entendu une voix d'enfant, haletante et tremblante, essayant de retenir sa terreur. Les mots sont sortis en sanglots brisés. En une seule seconde, j'ai su que c'était Elma, ma fille. Plus âgée maintenant,
mais c'était indubitablement sa voix, celle que j'entendais dans mes rêves chaque nuit. Mon cœur s'est glacé, puis a martelé comme des tambours de guerre. Elma, ma chérie, c'est toi, ai-je murmuré, la voix se brisant, les larmes montant. 4 ans sans l'entendre, et maintenant c'était là. Pas des rires joyeux, mais des sanglots paniqués et désespérés. Sa voix était frénétique, interrompue par des hoquets. Papa, aide-moi. Il me frappe. L'adresse est 245 Oak Street, Flagstaff. S'il te plaît, sauve-moi. Les mots « sauve-moi » se sont étirés dans un pur désespoir, comme un cri du fond d'un gouffre. Puis la ligne s'est coupée. Des bips mécaniques et froids. Je suis resté assis, figé, le téléphone toujours collé à mon oreille, mon cerveau luttant pour traiter ce que je venais d'entendre. Elma, ma petite fille, se fait battre. L'horreur m'a submergé comme un raz-de-marée, balayant toute pensée rationnelle. Mon corps tout entier s'est engourdi. Mon cœur s'est serré si fort que je pouvais à peine respirer. L'instinct paternel a submergé la peur et le calcul. Je n'ai pas pensé aux lois ou aux risques. Seulement à ma fille en souffrance qui avait besoin de son père. Regan et Orlando. Que avaient-ils fait à mon enfant? La rage et la terreur ont explosé en moi. L'adrénaline a monté, faisant trembler mes membres, mais mes actions étaient décisives. Sans une seconde de réflexion, j'ai bondi de la pièce, j'ai attrapé mes clés et mon manteau, j'ai claqué la porte derrière moi, j'ai sauté dans mon nouveau VUS et j'ai foncé vers Flagstaff, Arizona, l'adresse que ma fille avait réussi à halter. LI-70 a défilé sous les roues, mais tout ce que je voyais, c'était le visage terrifié d'Elma. Mon cœur était sur le point d'éclater. J'ai largement dépassé la limite de vitesse, les phares clignotant dans la lumière déclinante. Tiens bon, ma chérie. Papa arrive, ai-je marmonné, les larmes coulant sur mon visage. Le trajet a duré plus de 10 heures, mais je ne me suis pas arrêté. Seulement pour faire le plein dans des stations-service et acheter de l'eau pour rester éveillé. Mon esprit tourbillonnait de souvenirs. La petite Elma s'endormant dans mes bras, murmurant « Papa est mon super-héros ». Et maintenant, elle était dans une sorte d'enfer, se faisant battre. J'ai imaginé Orlando, ce salaud de 70 ans, la frappant, et la fureur a bouilli en moi. Et est-ce que Regan le savait? En faisait-elle partie? Chaque kilomètre sur les routes de montagnes sinueuses, le vent hurlant, mon anxiété montait. Garde juste ma petite en sécurité, ai-je prié, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La nuit est tombée. Les étoiles scintillaient dans le ciel de l'Arizona. Mais je n'ai jamais levé les yeux, seulement vers le GPS. 245 Oak Street, Flagstaff, un quartier résidentiel calme. Mais pour moi, c'était un champ de bataille. Quand je suis arrivé, il était tard. Les rues étaient silencieuses sous les faibles lampadaires orange. Je me suis garé à un pâté de maison, j'ai éteint les phares et j'ai couru droit vers la maison. Une villa de luxe moderne, les lumières toujours allumées à l'intérieur. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Je me suis glissé vers la fenêtre de devant, me cachant derrière des buissons. La scène à l'intérieur m'a frappé comme un cauchemar. Orlando balançait une ceinture en cuir sur le dos d'Elma, hurlant des jurons d'ivrogne. Petite peste. C'est comme ça que je vais t'éduquer. Sa voix était pâteuse d'alcool. Elma, ma fille, maintenant âgée de 10 ans, plus grande, plus mince, était recroquevillée, les bras sur la tête, encaissant les coups en silence, seuls de faibles sanglots étouffés s'échappant. Mon sang a bouilli, ma vision s'est brouillée de rage. Regan se tenait juste là, les bras croisés, regardant son propre enfant se faire battre comme si de rien n'était. Elle a même grondé, « Tu le mérites. Comporte-toi bien ou tu en auras plus. » Pas un seul mouvement pour l'arrêter. Pas une trace de pitié. Mon cœur s'est brisé. C'était sa mère. La femme que j'ai autrefois aimée. Pendant une seconde, je suis resté figé de choc. Mais ensuite, une pure fureur a explosé en moi. J'ai chargé la porte d'entrée et je l'ai défoncée de toutes mes forces. La porte en bois a explosé de ses gonds, des éclats volant partout, toute la pièce tremblant sous l'impact. Orlando s'est retourné, ivre et le visage rouge, trop lent pour réagir avant que mon poing ne s'écrase sur son visage. Le coup l'a projeté contre le mur, hébété, du sang coulant de son nez. « Qui diable êtes-vous pour entrer par effraction chez moi » a-t-il grondé en se tenant le visage. Je n'ai pas répondu, je ne voyais que du rouge.
Regan est devenue blanche comme un linge, stupéfaite que je sois apparu si soudainement. Ses yeux étaient grands ouverts de choc et de fureur d'avoir été prise sur le fait. « Darwin, comment es-tu ici ?» a-t-elle balbutié. Orlando a rugi et a chargé comme un animal blessé, balançant la ceinture. Nous nous sommes heurtés, point, meuble, chaos. Il a attrapé mon col et m'a donné un coup de poing à l'estomac. Mais moi, alimenté par des années de muscles de menuisier et une rage aveugle, je l'ai poussé en arrière sur la table à manger, le verre et le bois se brisant. « Tu oses frapper ma fille ?» ai-je beuglé, faisant pleuvoir les coups sur son visage. Regan criait depuis le côté. « Tu es fou ? Sors de notre maison ou j'appelle la police. » Mais elle a reculé, terrifiée par la rage qu'elle n'avait jamais vue chez le mari d'où qu'elle avait connu. Le combat n'a duré que quelques minutes. Sang, respiration lourde, destruction, jusqu'à ce que le cri désespéré et brisé d'Elma ne traverse tout. « Papa, arrête, s'il te plaît. » Ce son a déchiré le monde en deux. J'ai instantanément lâché Orlando et je me suis précipité vers ma fille, prenant son corps tremblant dans mes bras. Elle tremblait violemment, petite et terrifiée, se blottissant contre moi. Je l'ai serrée fort, les larmes coulant. « Je suis là, ma chérie. Papa te tient. C'est fini. » L'odeur de ses cheveux, la chaleur de son petit corps, tout ce que j'avais perdu pendant 4 longues années a reflué. À ce moment-là, j'ai su que si j'avais été ne serait-ce que quelques minutes plus tard, ma fille n'aurait peut-être jamais eu une autre chance d'appeler à l'aide. Au moment où la pièce est tombée dans le silence après la lutte, des sirènes de police ont soudain percé la nuit, aiguës et tranchantes dans l'obscurité. Des gyrophares rouges et bleus ont balayé les fenêtres, clignotant sur les murs, nous faisant tous les trois, moi, Regan et Orlando, nous tourner vers le son sous le choc. Mon cœur a fait un bond. Qui a appelé la police ? Regan ou un voisin qui a entendu le bruit. Elle m'a tremblé plus fort dans mes bras, murmurant « Papa. La police est là. » Je l'ai serré plus fort, murmurant « C'est bon, ma chérie. Papa est juste là. » Orlando s'est relevé en titubant, essuyant le sang de son nez, le visage tordu de douleur. Merde. Les flics sont là. Regan a reculé, la main sur la bouche, les yeux fuyants comme si elle calculait son histoire. Les sirènes se sont rapprochées, puis se sont arrêtées juste devant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Cela pourrait être le salut ou un désastre encore plus grand. Elma m'avait secrètement appelé, mais maintenant la police était là. Tout pourrait changer. La tension a monté. J'ai rapproché Elma de moi, prêt à la protéger à tout prix. 2 officiers sont entrés par la porte d'entrée brisée. Les mains posées sur leurs étuis, les yeux balayant rapidement la pièce. Le plus grand, aux épaules larges avec une barbe épaisse, a aboyé « Police de Flagstaff ». Nous avons reçu un rapport d'altercation physique, de cris et d'un enfant qui pleure à cette adresse. Que tout le monde reste où il est. La jeune officière a balayé la scène avec une lampe de poche. Ils ont pris la mesure du salon saccagé, des meubles renversés, des éclats de verre scintillants, de la ceinture en cuir gisant sur le sol à côté d'Orlando. Puis leurs yeux se sont posés sur moi, berçant une petite fille en sanglots et tremblante, et sur les 2 adultes ensanglantés et débraillés à proximité. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer, attendant leur réaction. L'officier s'est avancé, la voix ferme. « Séparez-vous tous maintenant. Les mains où je peux les voir. Expliquez exactement ce qui s'est passé. » Sa main est restée près de son arme. Regan a paniqué, le visage cendré, balbutiant. Officier, il est entré par effraction. Il nous a attaqués. Orlando, les yeux exorbités de rage, a rugi. C'est ça. Arrêtez-le. C'est un cambrioleur. J'ai gardé Elma pressée contre ma poitrine, la protégeant, et j'ai parlé aussi calmement que possible malgré ma voix tremblante. Je suis son père. Ma fille m'a appelé pour demander de l'aide. Je suis arrivé et je l'ai trouvée en train de se faire maltraiter. Je veux juste la sortir d'ici. L'officière s'est approchée, son expression s'adoucissant en voyant Elma. La petite fille va bien ? Laissez-nous voir. À contre-cœur, j'ai un peu desserré mon étreinte, gardant toujours un bras protecteur autour de ses épaules. Ils nous ont tous ordonné de nous séparer et de faire des dépositions. J'ai tout raconté aussi calmement que possible. L'appel désespéré d'Elma, ses pleurs au téléphone,
ce que j'ai vu par la fenêtre, Orlando la fouettant avec la ceinture pendant que Regan regardait et la grondait. Ma voix s'est brisée en le décrivant. Elle m'a appelé en sanglotant pour de l'aide. J'ai fait irruption et je l'ai vu frapper ma fille avec cette ceinture. Sa propre mère se tenait là et lui criait dessus. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai montré les zébrures fraîches sur le dos d'Elma, les larmes coulant sur mon visage. L'officier a pris des notes, le visage sombre. Vous êtes le père biologique. Vos papiers. J'ai sorti mon portefeuille, mon permis de conduire, l'acte de naissance d'Elma, des documents que j'avais gardés pendant des années, pressentant qu'un jour j'en aurais besoin. Ils ont vérifié rapidement et ont hoché la tête. Orlando et Regan n'arrêtaient pas de crier l'un sur l'autre. Orlando, le visage enflé, m'a montré du doigt. Il est entré par effraction chez moi, m'a attaqué sans raison. On ne faisait que discipliner la gamine. Elle a passé un appel en douce et a désobéi. Regan a hoché la tête frénétiquement, évitant les yeux d'Elma. Exactement, officier. Nous sommes ses parents légaux. Lui, mon ex-mari, est entré par effraction et a agressé Orlando. Nous nous défendions. Elle a essayé de forcer un sourire, mais son visage était blanc comme un fantôme, les mains tremblantes. Je l'ai regardé, le cœur brisé. La discipline avec une ceinture, et tu regardais juste pendant que ta propre fille se faisait battre. L'officière a coupé court. Silence. On va vous entendre un par un. Ils ne faisaient entièrement confiance à personne. La suspicion remplissait leurs yeux alors qu'ils examinaient la scène. Ils ont commencé à prendre des dépositions formelles. Moi d'abord, puis Regan, puis Orlando. J'ai tout raconté en détail. La voix stable mais émue. Le trajet frénétique depuis Denver. L'appel brisé d'Elma pour de l'aide. Elle m'a supplié de la sauver. Je suis son père. Je devais venir. Ils ont photographié la scène. Les flashs de l'appareil photo capturant les meubles renversés, le sang sur le sol, la ceinture tordue. Mettez ça sous scellé, a dit l'officier, glissant la ceinture dans un sac de preuves avec des mains gantées. Puis ils ont demandé à Elma de se mettre de côté pour un examen. Mon cœur s'est serré en la laissant partir. Ma chérie, dis la vérité aux officiers. Papa est juste là. Tu n'as pas à avoir peur. L'officière a gentiment conduit Elma dans un coin, la voix douce. Dis-moi juste ce qui s'est passé, ma chérie. Elma a pleuré, la voix minuscule. Monsieur Orlando m'a frappé avec la ceinture. Parce que j'ai appelé mon papa. Maman regardait juste. Quand l'officière a soulevé la chemise d'Elma, ses bras, son dos et ses épaules étaient couverts de zébrures rouges fraîches et d'échymoses violettes plus anciennes. J'ai regardé et j'ai senti mon cœur se briser. Les larmes ont coulé. Mon Dieu, ma petite fille, bande de monstres. La mâchoire de l'officière s'est contractée de colère. Elle a fait signe à son partenaire. Photographie tout. C'est de la maltraitance d'enfants manifeste. L'appareil photo a flashé à plusieurs reprises, documentant chaque marque. Orlando a marmonné, c'était juste de la discipline. Mais ils l'ont ignoré, les yeux froids. Immédiatement, ils ont informé Regan et Orlando qu'ils étaient emmenés au poste pour interrogatoire concernant la maltraitance d'enfants et les troubles domestiques. L'officier a ordonné, vous deux, vous venez avec nous. Coopérez. Orlando, puant l'alcool, a juré et a résisté. Maudit flic. Je suis Orlando Langston. J'ai de l'argent. Vous ne pouvez pas me toucher. Il a poussé l'officier. En quelques secondes, il a été plaqué au sol, le bras tordu derrière lui, les menottes cliquant. Résistance à l'arrestation? C'est une autre charge. Regan est resté figé, le visage vidé de sa couleur, les yeux sauvages alors qu'Orlando était maîtrisé. Elle a balbutié, officier, s'il vous plaît. Vous vous trompez. Il est entré par effraction. Mais l'officière l'a menotté silencieusement, plus doucement, et l'a fait sortir. Regan a sangloté. Je n'ai rien fait de mal, mais ils n'ont montré aucune sympathie. L'officière s'est retournée vers moi, vérifiant à nouveau ma pièce d'identité. Monsieur Mercé, vous êtes le père biologique et ne montrez aucun signe de préjudice à l'enfant. Vous êtes venu la protéger. J'ai hoché la tête, la voix tremblante. Oui, madame. Je veux juste que ma fille soit en sécurité. Ils ont hoché la tête.
Prenez-la et partez immédiatement pour sa sécurité. Nous vous contacterons pour des dépositions complètes plus tard. Emmenez-la à l'hôpital pour un examen. Le soulagement m'a envahi, bien que la tension me tenaille encore la poitrine. Allait-il me croire entièrement? Alors que Regan et Orlando étaient escortés vers les voitures de patrouille, Orlando jurant toujours, Regan pleurant, je suis resté là, tenant ma fille en sanglots, regardant les gyrophares rouges et bleus disparaître dans la rue vide. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais vraiment une chance de sortir ma petite fille de l'obscurité. Elle m'a posé sa tête sur mon épaule. Papa, ils m'ont fait mal. J'avais si peur. Je lui ai embrassé le front. C'est fini, ma chérie. Papa t'emmène à la maison. Les voitures de patrouille se sont éloignées, nous laissant dans la nuit calme. Mais l'anxiété persistait. L'hôpital, les dépositions, l'avenir. Tout ne faisait que commencer. J'ai porté Elma jusqu'à la voiture. Son petit corps semblait effroyablement léger, tremblant comme une feuille d'automne dans le vent. Mon cœur battait toujours la chamade. L'adrénaline du combat coulait dans mes veines, rendant mes membres raides et engourdis. Ma chérie, papa t'emmène à l'hôpital, d'accord, pour que les médecins puissent vérifier si tu es blessé, ai-je murmuré, la voix tremblante de peur de toucher à sa douleur. Elma a hoché faiblement la tête, enfouissant son visage dans ma poitrine. Ses sanglots se sont progressivement transformés en hoquets silencieux. J'ai conduit à travers la nuit, les rues calmes de Flagstaff, éclairées seulement par de faibles lampes jaunes. Mais mon esprit était en plein chaos. 4 ans de séparation, et maintenant elle était là dans mes bras, mais couverte de blessures. Pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Comment ai-je pu laisser ça lui arriver? L'auto-accusation me poignardait comme des couteaux. Les larmes coulaient sur mon visage. L'anxiété a monté en pensant à l'hôpital. Quelle était la gravité des blessures? La police allait-elle me convoquer? J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le VUS filant à travers des rues inconnues. L'air froid de la nuit de l'Arizona s'engouffrant par la vitre fissurée, transportant l'odeur de la poussière du désert. Dès que nous avons quitté les lieux, je me suis dirigé directement vers l'hôpital le plus proche, un petit centre médical de Flagstaff, son enseigne au néon brillant dans l'obscurité. J'ai porté Elma aux urgences, les bras tremblants de fatigue et d'inquiétude. À l'aide. Ma fille a été battue, ai-je crié, ma voix résonnant dans le couloir blanc et stérile. Les infirmières se sont précipitées, leur visage changeant instantanément en voyant Elma, recroquevillée, pâle, du sang suintant à travers le dos de sa chemise. Mon Dieu, pourquoi cet enfant est-il dans cet état? A demandé une infirmière, la voix pleine de pitié, puis a rapidement roulé un brancard. Ils l'ont emmené aux urgences pédiatriques. J'ai suivi, le cœur battant à l'idée de la quitter. Monsieur, veuillez attendre dehors. Nous devons faire un examen complet, a dit une infirmière. J'ai secoué la tête. Je suis son père. Je dois rester avec elle. Ils l'ont permis. Je me suis assis près du lit, tenant la petite main glacée d'Elma. Le médecin, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture argentée et une expression grave, est arrivé après un examen préliminaire. Il a examiné les zébrures, a vérifié son pouls, a posé des questions douces. Elma est restée silencieuse, ne faisant que hocher ou secouer la tête, mais elle a tressailli et s'est recroquevillée quand il a touché son dos. Mon cœur s'est serré. J'ai attendu anxieusement les résultats. Après avoir terminé, le médecin m'a attiré dans le couloir, le visage tendu. Monsieur Mercé. L'état d'Elma est plus grave qu'il n'y paraît. Elle a de multiples ecchymoses anciennes et nouvelles, certaines datant de plusieurs semaines, indiquant des abus prolongés. Elle montre une instabilité psychologique, une peur du contact, une réaction de sursaut au bruit fort. Le plus préoccupant, ce sont les signes de traumatisme profond, possiblement dus à des abus sexuels. Chaque mot a frappé comme la foudre. Je suis resté figé, m'agrippant au mur pour ne pas m'effondrer. Abus prolongés. Abus sexuels, ai-je répété, la voix brisée. Le médecin a hoché la tête. Nous sommes tenus de signaler cela au service de protection de l'enfance. Elle aura besoin d'une thérapie immédiate. Entendre cela m'a donné l'impression que mon cœur était écrasé. La douleur et la rage ont surgi si violemment que j'ai voulu crier. Comment? Comment ma fille a-t-elle pu subir ça? Ai-je murmuré, les larmes coulant de manière incontrôlable. Les images ont reflué.
Orlando balançant la ceinture. Regan regardant sans lever le petit doigt. Le sang a bouilli en moi. Je me suis détesté de l'avoir laissé souffrir si longtemps. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle était en sécurité avec sa mère. Au lieu de cela, elle était en enfer. Je suis son père. Comment n'ai-je pas senti ça? Pourquoi ne l'ai-je pas trouvé plus tôt? La culpabilité me poignardait comme des aiguilles. J'ai voulu frapper le mur. Le médecin a posé une main sur mon épaule. Restez calme. Elle se rétablira avec des soins appropriés. Allez être avec elle maintenant. J'ai hoché la tête, j'ai essuyé mes larmes et je suis retourné dans la chambre. Elma était allongée, les yeux fermés, mais ses mains s'accrochaient toujours aux miennes. Je me suis assis à côté d'elle, lui caressant les cheveux, murmurant, « Personne ne te fera plus jamais de mal. Papa le promet. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'hôpital était calme, à l'exception du bip régulier des machines et de la respiration d'Elma. J'ai tenu ma fille toute la nuit sur le lit étroit de l'hôpital, le corps endolori, mais ne voulant pas la lâcher. De temps en temps, elle se réveillait en sursaut, pleurant, les yeux grands ouverts de terreur. De petites mains agrippant ma chemise comme si lâcher prise laisserait l'obscurité l'engloutir à nouveau. Elle murmurait dans ses cauchemars. Et je la serrais plus fort, les larmes trempant ses cheveux. « Ça va, ma chérie. Papa l'a chassée. Dors maintenant. » J'ai chanté la berceuse que j'avais l'habitude de chanter, la voix se brisant dans le service silencieux. « Dors bien, ma petite. Papa est là. » Mais mon esprit s'emballait. La ceinture d'Orlando. L'indifférence de Regan. L'appel désespéré d'Elma. L'anxiété montait. En pensant à demain. Les dépositions à la police. Les preuves. Le tribunal. Je dois le prouver. Je dois la sauver de ces monstres. Ces heures interminables à fixer le plafond blanc, le cœur endolori de regret et d'amour. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores. Les blessures d'Elma étaient bandées. Elle dormait plus paisiblement. J'ai demandé aux infirmières, des femmes gentilles aux yeux compatissants, de la surveiller. Je reviens tout de suite, ai-je promis en lui embrassant le front. Sois sage, ma chérie. Puis je suis parti faire ce qui devait être fait, rassembler des preuves. Mon cœur s'est emballé. Je savais que c'était le vrai combat. Je ne pouvais pas laisser Orlando et Regan s'en tirer. Je ne pouvais pas laisser Elma retourner dans cet enfer. Je suis retourné en voiture dans le quartier d'Orlando. De belles maisons, des pelouses manucurées. Mais pour moi, c'était enveloppé de ténèbres. J'ai frappé à la porte de chaque voisin. Au début, ils étaient méfiants. Les portes ne s'ouvraient qu'en partie, les yeux suspicieux. « Qui êtes-vous ? » ? Nous ne savons rien. Ils avaient peur. Orlando était riche, puissant, connu pour son tempérament. Une grosse pointure locale avec des relations. Je n'ai pas abandonné. Je suis Darwin Mersey, le vrai père d'Elma. Ma fille a été maltraitée. J'ai besoin de témoins pour la sauver. Leurs yeux sont passés de la suspicion à la pitié, puis à la colère. Un par un, ils ont parlé, la voix tremblante mais sincère. Un voisin tenant une tasse de café a dit « Nous avons entendu des meubles être jetés. » Regan criant à l'enfant « Tu es si méchante. » J'ai vu Elma dans la cour avec des bleus, mais elle a prétendu qu'elle était tombée de son vélo. Un autre a ajouté « Orlando était tout le temps ivre. » Des cris résonnaient dans tout le quartier. La pauvre Elma s'asseyait souvent seule dehors, les yeux rouges d'avoir pleuré. Ils ont signé des déclarations. Certains ont promis de témoigner au tribunal. Je les ai remerciés, les larmes coulant. Je n'avais aucune idée que ma fille avait souffert comme ça alors que j'étais à des kilomètres. L'anxiété a monté en pensant au tribunal. Ces témoignages seraient mes armes. Je suis ensuite allé à l'école primaire d'Elma, un petit campus avec une aire de jeu pleine d'enfants qui riaient. Je suis entré dans le bureau du directeur, la voix tremblante. Je suis le père d'Elma Mersey. J'ai besoin de parler à son professeur. Ils m'ont emmené voir son professeur principal, une femme d'âge moyen au visage aimable avec des lunettes. Quand elle a entendu l'histoire, elle a soupiré lourdement. Je m'en doutais depuis longtemps. Elma venait souvent en classe anxieuse, tressaillant quand quelqu'un lui touchait l'épaule, éclatant parfois en sanglots sans raison. Elle dessinait des images sombres,
des adultes frappant des enfants. D'autres enseignants ont ajouté. Nous avons remarqué des bleus sur ses bras. Elle disait toujours qu'elle était tombée. Nous étions sur le point de le signaler aux SPE, mais Madame Reagan est venue, furieuse, menaçant de nous poursuivre en justice si nous nous mêlions de sa famille. Elle a dit qu'elle avait le droit de discipliner son enfant. Mon sang a bouilli. J'ai agrippé la chaise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt? Ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Le professeur a baissé la tête. Nous avions peur. Orlando a de l'influence ici, mais maintenant que vous êtes là, nous témoignerons. Tous. Chaque mot était un autre couteau dans mon cœur. Je n'avais aucune idée que ma fille autrefois heureuse et souriante avait vécu dans la terreur, tressaillant au moindre contact. Je me suis assis dans le bureau de l'école, les larmes coulant, l'esprit en plein désarroi. Ils m'ont donné des dossiers, des absences, des rapports de comportement. J'ai tout photocopié. C'était déchirant. Sur le chemin du retour vers l'hôpital, j'ai conduit lentement, pensant aux années que j'avais manquées. J'étais riche et j'avais réussi, mais ma fille avait été avec sa mère et ce monstre. Je me suis garé sur le côté et j'ai frappé le volant. Je dois être fort pour elle. Le troisième jour, quand Elma était plus forte, les zébrures moins rouges, capable de manger un peu de bouillie, je me suis assis à côté de son lit et j'ai demandé aussi doucement que possible, terrifié de rouvrir ses blessures. Ma chérie, peux-tu dire à papa ce qui s'est passé à la maison? Je te promets que je te protégerai. Elma m'a regardé, les lèvres tremblantes, les yeux se remplissant de larmes. Puis elle s'est jetée dans mes bras et a sangloté comme si un barrage s'était enfin rompu. Entre les halètements, elle m'a tout raconté. Les coups pour de petites erreurs, renverser du lait, oublier de nettoyer sa chambre, ou parfois sans aucune raison, juste parce qu'Orlando était ivre et en colère. Il m'a frappé avec la ceinture, avec ses mains. Ça faisait si mal, papa. Sa voix est devenue plus petite. Et parfois, la nuit, il venait dans ma chambre, me touchait à des endroits où il ne devait pas. J'avais peur. Je le repoussais, mais il me disait de me taire. Je me suis raidi, chaque muscle tremblant. Abus sexuel, sur ma fille. Le sang m'est monté à la tête. J'ai serré les poings jusqu'à saigner, les yeux brûlants, la mâchoire verrouillée contre la rage qui explosait en moi. La voix tremblante, j'ai demandé, mon Dieu, est-ce que maman le savait? Elma a murmuré. Maman le savait, mais elle a balayé ça d'un revers de la main. Elle m'a dit de ne pas inventer des choses, que c'était de l'amour. Elle a dit que si je le disais à quelqu'un, elle m'abandonnerait. J'ai serré Elma contre ma poitrine, le cœur se brisant en 1000 morceaux, les larmes trempant ses cheveux. Mais dans cette douleur, une résolution inébranlable s'est formée. Je la protégerai quoi qu'il en coûte, même si je devais affronter le monde entier. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets, ai-je murmuré en lui caressant le dos. Mon esprit s'emballait avec des plans. Le tribunal, l'épreuve, la justice. L'anxiété était écrasante. C'était la bataille finale. Je me suis assis près du lit d'hôpital d'Elma, la regardant s'endormir enfin après ses pleurs. Mais mes propres yeux refusaient de se fermer. Cette nuit-là, à l'hôpital de Flagstaff, l'air froid, le bip régulier des machines, la faible odeur d'antiseptique, j'ai passé chaque heure à compiler chaque élément de preuve. J'ai étalé les documents sur la petite table de chevet, les déclarations écrites des voisins, les photocopies des rapports scolaires, les photos médicales de ses blessures, et le plus crucial, l'enregistrement audio du propre récit d'Elma sur mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai soumis le dossier épais complet au SPE, les services de protection de l'enfance, et à la police de Flagstaff. J'ai d'abord conduit au bureau des SPE, un bâtiment moderne en verre dans le centre-ville, le cœur battant en entrant. L'assistante sociale, une femme d'âge moyen avec des lunettes et une voix douce, a pris le dossier, a feuilleté quelques pages, et son visage a changé. Monsieur Mercé, c'est extrêmement grave. Nous traiterons cela comme une urgence. Je lui ai brièvement raconté, la voix tremblante. Ma fille a été maltraitée. J'ai tout ici. S'il vous plaît, aidez-la. Elle a hoché la tête, a fait des copies et a promis une action immédiate. Ensuite, je suis allé au poste de police où l'officière de cette nuit-là attendait. Monsieur Mercé, vous avez apporté les preuves, a-t-elle demandé, les yeux s'illuminant en voyant la pile. Je l'ai remise et j'ai ajouté plus de détails.
Les voisins, les enseignants, les propres mots de ma fille. Tout ce qui prouvait les abus d'Orlando et Regan. Elle a pris des notes et a appelé son superviseur. C'est béton. Nous ouvrons une enquête complète. J'ai quitté le poste, l'esprit plus léger, mais toujours anxieux. Seraient-ils arrêtés? Je suis retourné à l'hôpital et j'ai serré Elma dans mes bras. C'est fait, ma chérie. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Elle a esquissé un faible sourire. Tu es le meilleur, papa. En 48 heures, des mandats d'arrêt ont été émis pour Orlando et Regan. L'officier m'a appelé. Monsieur Mercey, les mandats sont lancés. Ils seront arrêtés aujourd'hui. Mon cœur s'est emballé en l'imaginant. Et c'est arrivé. Les nouvelles locales ont suivi de près. J'ai regardé sur la télévision de l'hôpital. Des images d'Orlando menotté, le visage tordu de fureur, criant alors qu'il était poussé dans une voiture de patrouille devant son manoir. Savez-vous qui je suis? Je vais vous poursuivre tous en justice. Les journalistes ont afflué, les appareils photo crépitants. Regan a été arrêtée peu de temps après, pâle, sanglotante. Ce n'était pas moi. Il la disciplinait juste. Mais les officiers l'ont poussée dans la voiture sans sympathie. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Le riche homme d'affaires Orlando Langston arrêté pour maltraitance d'enfants. La victime est la fille de sa femme. Tous deux ont été placés en garde à vue en attendant leur procès. J'ai tenu Elma alors que nous regardions les nouvelles. Elle tremblait légèrement. Ils sont attrapés, ma chérie, a-t-elle murmuré. Ils ne peuvent plus me faire de mal. L'affaire a rapidement attiré l'attention nationale, de Flagstaff à l'Arizona, puis à l'échelle nationale. CNN et Fox News ont diffusé des reportages. Fillette de 10 ans maltraitée dans un foyer aisé. Le père biologique conduit de Denver pour la secourir. Les médias sociaux ont explosé. Twitter, Facebook avec le hashtag Justice pour Elma. Comment peut-on battre un enfant comme ça? Riche et pourtant diabolique. Sa propre mère regardait sans rien faire. Dégoûtant. Des milliers de commentaires, de partages, d'appels à la justice. Les lire me faisaient mal. Ma fille au centre d'une tempête. Mais j'étais reconnaissant. La pression forcerait le tribunal à être strict. Le jour du procès est arrivé. Le palais de justice de Flagstaff était bondé. Les journalistes s'entassaient à l'extérieur, les caméras prêtes. Les habitants locaux, les voisins, même les professeurs d'Elma remplissaient les sièges en signe de soutien. L'atmosphère était électrique. Des murmures se propageaient, l'odeur du café des gobelets en carton, les lumières fluorescentes dures. Je suis entré, tenant fermement la main d'Elma, le cœur battant. Elle portait une robe propre, les cheveux soigneusement attachés, mais ses yeux contenaient encore de la peur. Je me suis agenouillé. Tu es si courageuse, ma chérie. Papa est juste là. Il ne te touchera plus jamais. Nous nous sommes assis du côté du plaignant. Mon avocat, un homme d'âge moyen aux yeux vifs, m'a tapoté l'épaule. Les preuves sont irréfutables. On va gagner. Mais j'étais toujours nerveux, balayant la pièce du regard. Le jugeant haut sur son estrade, le jury solennel, la mère de Jean derrière nous. Orlando a été amené, les menottes cliquetant, son costume cher maintenant froissé. Son visage était mal rasé et furieux, mais ses yeux trahissaient la panique quand il a vu le mur de caméra pointé sur lui. Les flashs ont crépité. Il a baissé la tête et a marmonné des jurons. Il a l'air pathétique, ai-je pensé, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Il méritait tout ça. Regan est entré ensuite, sans menottes mais sous surveillance, le visage pâle, les yeux cernés de noir. L'arrogance avait disparu. Pas de rouge à lèvres, pas de robe de créateur, seulement la panique alors qu'elle réalisait que le jugement approchait. Elle a jeté un coup d'œil à Elma, les lèvres bougeant comme pour parler, puis s'est détournée. Mon cœur s'est serré. C'était autrefois ma femme, la mère de mon enfant, maintenant une complice. Le juge, une femme plus âgée à la voix sévère, a frappé avec son marteau. La cour est en session. Le ministère public peut commencer. Le procureur a présenté les preuves. Photos des blessures, rapports médicaux, déclarations des témoins. Les voisins ont pris la barre. J'entendais la ceinture la nuit, l'enfant pleurait. Les professeurs. Elma était terrifiée en classe. Des bleus constants.
La défense d'Orlando et Regan a essayé de déformer les faits. Juste une discipline stricte, pas de la maltraitance. Monsieur Langston était en état d'ébriété et a perdu le contrôle. Mais le procureur a rétorqué. Ivre ou pas, il n'y a aucune excuse pour battre un enfant et pour des abus sexuels. La salle d'audience a halté. Lorsque le juge a appelé au témoignage de la victime, Elma s'est courageusement levée. Mon cœur battait la chamade. J'ai serré sa main. Tu peux le faire, ma chérie. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. Elle a tout raconté. Monsieur Orlando m'a frappé avec la ceinture parce que j'ai appelé mon papa. La nuit, il me touchait à des endroits où il ne devait pas. Maman m'a dit de me taire, que c'était de l'amour. La pièce est tombée dans un silence de mort. Beaucoup de gens ont pleuré ouvertement. Un voisin a essuyé des larmes. Un journaliste griffonnait furieusement. Quand Elma a fini, elle s'est assise et m'a serré dans ses bras. Je lui ai embrassé le front. Je suis si fier de toi, ma courageuse fille. Les preuves matérielles, les témoignages, les photographies et les témoins ont fait s'effondrer tous les mensonges de la défense. Leurs avocats ont essayé. L'enfant invente. Le juge a secoué la tête. Les preuves sont accablantes. Après une délibération tendue, j'ai attendu dans le couloir, le cœur dans la gorge, tenant Elma et lui murmurant de vieilles histoires pour la calmer. Le juge a rendu le verdict. Sa voix a retenti. Orlando Langston est condamné à 16 ans d'emprisonnement pour maltraitance d'enfants, agression et agression sexuelle sur mineurs. Aucune possibilité de libération anticipée. Orlando s'est affaissé, le visage cendré, et a été emmené menotté au milieu des flashs des appareils photo. Regan a été déchu de tous ses droits parentaux, interdite de tout contact avec Elma de manière permanente, condamnée à payer des centaines de milliers de dollars en dommages et intérêts médicaux et émotionnels, et placée sur le registre des parents inaptes des SPE. Lorsque la sentence a été lue, Regan s'est effondré sur le sol, sanglotant et suppliant, « Non, s'il vous plaît, Alma. Maman est désolée. » Mais il était bien trop tard. Les officiers l'ont relevé et l'ont emmené. J'ai tenu fermement la main d'Elma alors que toute la salle d'audience s'est levée pour applaudir, une vague de soutien. Elma a appuyé sa tête sur mon épaule. Pour la première fois depuis des années, ses yeux ne contenaient aucune peur, seulement de la sécurité. Nous sommes sortis du palais de justice dans la douce lumière de l'après-midi de l'Arizona. J'ai soulevé Elma dans mes bras, la serrant fort pour compenser toute la douleur qu'elle avait endurée, les années d'enfer, les ébrures, les cauchemars. Elle a esquissé un faible sourire, ses petits bras autour de mon cou. « Papa, merci de m'avoir sauvé. Je t'aime tellement. » À ce moment-là, sous la chaude lumière dorée, la brise du désert transportant l'odeur des fleurs sauvages, j'ai su que notre nouvelle vie avait vraiment commencé. Plus de ténèbres, seulement l'avenir ensemble. Après le procès, la réputation de Regan et de la famille Warren s'est complètement effondrée, comme un château de sable emporté par la marée. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. D'abord les chaînes locales de l'Arizona, puis le Colorado, et bientôt les médias nationaux. Affaire choquante de maltraitance d'enfants, le magnate Orlando emprisonné, l'ex-femme déchue de ses droits maternels. Les journalistes ont fouillé le passé, et tout s'est effondré. Quinton et Bianca Warren, les parents de Regan, ont été exposés pour avoir couvert l'adultère de leur fille et abandonné leur gendre aux funérailles de ses parents des années auparavant. Les gros titres ont revisité l'histoire. La famille Warren était au courant de l'infidélité de sa fille, mais est restée silencieuse, a même chassé le gendre en deuil lorsqu'il a demandé de l'aide. Le public était furieux. Les voisins de leur riche enclave de Denver chuchotaient et ricanaient ouvertement. Comment ont-ils pu manquer les funérailles de leurs beaux-parents et couvrir les abus de leur propre petite-fille? Quinton, propriétaire d'une agence immobilière, a perdu des contrats importants. Les clients ont boycotté. Nous ne faisons pas affaire avec des gens sans cœur. Bianca, une femme au foyer de la haute société, a été rejetée par ses amis. L'été de l'après-midi sont devenus vides, les téléphones sont restés silencieux. Ils se sont retirés du monde. Portes verrouillées, rideaux tirés toute la journée, ne s'aventurant dehors que pour les courses, avec chapeau et lunettes de soleil. J'ai appris cela par les nouvelles. Mon cœur était partagé. Colère pour la façon dont ils m'avaient autrefois méprisé, mais aussi pitié. Ils l'ont bien cherché, ai-je pensé. Pourtant, je n'ai ressenti aucune satisfaction. La vie m'avait appris que le karma arrive tard, mais en totalité.
Le sort de Regan était encore plus pitoyable. Elle a été licenciée de son emploi dans la publicité la première semaine après le procès. Image personnelle nuisant à la marque. Toutes les autres entreprises ont rejeté ses candidatures. Le scandale s'était répandu partout. Les entretiens étaient annulés à la dernière minute. Nous n'embauchons pas de complice de maltraitance d'enfants, lui a dit un recruteur sans embâche. Elle a dérivé dans la vie dans un motel bon marché, ostracisée par la société. Les anciens amis se sont détournés. Les voisins bavardaient. Même le supermarché local lui lançait des regards méprisants. Mon avocat m'a dit qu'elle avait essayé de faire appel, mais avait échoué. L'indemnisation qu'elle devait à Elma l'a mise en faillite. Elle est comme un fantôme maintenant, a-t-il dit. Je ne l'ai pas contactée, mais je me demandais avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Le regrette-t-elle maintenant? Sa vie, autrefois luxueuse aux côtés d'Orlando, était tombée au plus bas. Preuve du châtiment. Pourtant, je n'ai ressenti aucune joie, seulement une concentration sur Elma et notre avenir. Pendant ce temps, j'ai ramené Elma à la maison à Denver. Pendant le long vol, elle a dormi sur mon épaule, s'agrippant à ma chemise. Quand nous sommes arrivés, la maison spacieuse que j'avais achetée après être devenue riche semblait plus chaleureuse que jamais. J'avais décoré sa chambre dans son rose préféré, avec des jouets, des livres, tout était neuf. « C'est notre maison, papa ?» a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts. « Oui, ma chérie. C'est notre maison pour toujours. » Mais je savais que les blessures psychologiques étaient profondes. Elle tressaillait au bruit fort, craignait l'obscurité, pleurait la nuit. Je l'ai emmenée chez une thérapeute spécialisée dans les traumatismes infantiles dès la première semaine, une femme douce dans un centre de Denver. Elma aura besoin de temps, monsieur Mercé, mais elle s'en sortira, a-t-elle dit après la première séance. Nous y allions 2 fois par semaine, dessinant, racontant des histoires pour libérer la peur. Jour après jour, sa santé et son moral se sont améliorés. De recroquevillée de terreur, elle a recommencé à rire, à courir dans le jardin, à raconter des histoires d'école. « Papa, aujourd'hui, je t'ai dessiné en train de me sauver. » Elle m'a fièrement montré un dessin coloré. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant, ma courageuse fille. Pendant la thérapie, j'attendais dehors, le cœur battant la chamade alors qu'elle racontait les horreurs. Pourtant, c'est ainsi qu'elle guérissait. Je n'ai plus peur parce que papa me protège, a-t-elle dit après quelques mois. Mon cœur s'est réchauffé. Ma vie existait maintenant pour elle. La vie de père et fille est devenue plus chaleureuse que jamais. Les petits déjeuners remplis de rire. Je faisais des crêpes en forme de smiley. Elle m'a versé du sirop et riait. Papa, tes crêpes ont l'air drôles. Les soirs, nous nous lisions des histoires. Je lisais Harry Potter pendant qu'elle s'appuyait contre ma poitrine, les yeux brillants. Pour la première fois depuis des années, ma vie, autrefois noyée dans les ténèbres, s'est de nouveau illuminée grâce au sourire d'Elma. Nous allions dans les parcs, faisions du vélo, cuisinions ensemble. De petites choses mais pleines de sens. Les nuits où elle dormait paisiblement, je m'asseyais près de son lit, lui caressant les cheveux, murmurant « Je t'aime plus que tout ». L'anxiété précoce, les cauchemars, le retour de Regan se sont progressivement estompés. Ma richesse subvenait maintenant à ses besoins. Bonnes écoles, cours d'art, voyages d'été. Ma vie me semblait complète, à l'exception du manque de mes parents. Mais Elma a comblé ce vide. Un après-midi froid et pluvieux à Denver, environ 1 an après le procès. La pluie tambourinait sur le toit, le vent sifflait dans les fissures pendant que je préparais le dîner, l'odeur de viande rôtie remplissant la maison, et Elma dessinait à table. On a frappé faiblement à la porte. Mon cœur a fait un bond. Qui cela pouvait-il être par ce temps? Des journalistes? J'ai essuyé mes mains, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Regan se tenait là, décharné, les joues creuses, trempées par la pluie, les cheveux emmêlés, les yeux sauvages et perdus. Elle était mince, portait un vieux manteau, toute trace de sa beauté et de sa fierté d'antan avait disparu. « Darwin, s'il te plaît, laisse-moi entrer. »« Je veux juste parler, » dit-elle, la voix et le corps tremblants. Je l'ai regardé longuement, la colère et la pitié se livrant bataille en moi, puis je me suis écarté. Elle est entrée, s'est effondrée sur le canapé et a sangloté dans ses mains. Elma l'a vue et a reculé de peur. J'ai serré ma fille dans mes bras. « Monte à l'étage, ma chérie. Papa va parler à maman. »
Regan s'est effondré, les mots se déversant entre les sanglots. Ils m'ont mise à la porte du manoir. Orlando. Il est mort en prison après un peu plus d'1 an. Crise cardiaque, je suppose, la vieillesse. Mon cœur a eu un bref pincement à ce nom. Orlando était mort. C'était peut-être son karma. Elle a continué, la voix épuisée. Il ne m'a rien laissé. La maison, les voitures, l'argent, tout est allé à sa femme légale et à ses enfants. Je n'étais que la maîtresse. Je n'ai aucun droit. Ils m'ont mise à la porte sans rien. Elle a sangloté plus fort, les épaules secouées par un désespoir total. Je me suis assis en face d'elle, écoutant, mais impassible. Elle a levé les yeux rouges. Darwin, j'ai eu tort. Je suis tellement désolé. Je veux revenir. Recommencer. S'il te plaît, donne-moi une chance. Laisse-moi voir Elma. Elle est tombée à genoux, s'agrippant à mes jambes. Je changerai pour Elma. Je l'ai regardée longuement, le cœur endolori mais froid. Puis j'ai posé la seule question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Quand je t'ai supplié de rester, pourquoi as-tu tourné le dos? Quand j'ai perdu mes parents, tu m'as fourré les papiers du divorce dans la poitrine à leurs funérailles. Et quand Elma t'a supplié de la sauver, pourquoi es-tu resté là à laisser Orlando la battre et la molester? Regan s'est immobilisée, la bouche s'ouvrant, mais aucun mot ne sortant. Elle s'est effondrée en sanglots plus bruyants, à genoux. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai simplement secoué la tête, je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Va-t'en et ne reviens jamais. Tu as choisi ton chemin. Maintenant, vis avec les conséquences. Elle est sortie en rampant sous la pluie, trempée et brisée. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre le mur et j'ai pleuré, non pas pour elle, mais pour avoir enfin fermé le chapitre le plus sombre de ma vie. Elma est descendue en courant et m'a serré dans ses bras. Maman est partie? Oui, ma chérie. C'est juste nous maintenant, et c'est suffisant. À partir de ce jour, père et fille ont vécu en paix et dans le bonheur. Elma a grandi entourée de mon amour et de ma protection. Excellente élève, cours de piano, beaucoup d'amis. Ses cicatrices psychologiques se sont estompées avec la thérapie et l'amour. J'ai travaillé moins et passé plus de temps avec elle. Des voyages de camping, lui apprenant de petits investissements. Ma fille doit être indépendante. Mes journées étaient remplies de soleil et de ses rires. Un bel après-midi, j'ai emmené Elma visiter les tombes de ses grands-parents, un cimetière paisible à la périphérie de Denver. Le vent murmurait dans les arbres. Elle a déposé des fleurs et a murmuré, « Grand-mère, grand-père, nous sommes venus vous voir. » Debout devant leur pierre tombale silencieuse, repensant au voyage de perte et de résilience que nous avions survécu, j'ai réalisé une vérité profonde. La trahison et la souffrance ne définissent pas une personne. Ce qui nous définit, c'est la façon dont nous nous relevons des ruines et continuons à marcher. De la perte de mes parents, de ma femme, de mon enfant, de mon travail, j'étais rené en tant que multimillionnaire et j'avais sauvé ma fille de l'enfer. En regardant Elma, autrefois piégée dans les ténèbres, maintenant souriant à nouveau, les cheveux dansant dans le vent, les yeux brillants, j'ai compris que l'amour, le devoir et la persévérance triomphent toujours, et qu'un père assez fort peut protéger son enfant de n'importe quelle tempête. Devant les tombes silencieuses, j'ai silencieusement envoyé un message à moi-même et à quiconque marchant sur un chemin similaire. Laissez derrière vous les relations toxiques. Arrêtez de vous accrocher à ceux qui vous blessent encore et encore. Ce n'est que lorsque vous osez fermer l'ancienne porte que vous pouvez ouvrir le chemin vers la paix et la vie que vous et vos proches méritez vraiment.